Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct et en public sur le plateau du TVR Politique. Nos invités politiques face aux rédactions de Ouest France et de TVR. Et nous sommes très heureux dans cette longue marche en direction des élections régionales qui se dérouleront les 6 et 13 décembre prochains, d'ouvrir cette grande session avec Marc Le Fur, député de la 3e circonscription des Côtes-d'Armor, vice-président de l'Assemblée nationale. Marc Le Fur, bonjour. Bonjour. Grand merci d'avoir répondu à l'invitation de nos deux rédactions. Nous avons évidemment énormément de questions à vous poser sur cette Bretagne qui vous anime. Vous allez porter, c'est votre souhait, les candidats de la droite et du centre pour cette prochaine élection régionale en Bretagne. Nous essaierons également de mieux vous connaître avec le choix de la Bretagne, ouvrage que vous venez de sortir. Vous fendez un peu l'armure, vous nous parlerez aussi de cette longue quête pour cette région, quête qui vous anime. Nous aurons l'occasion de vous interroger avec mon confrère Didier Gourin de la rédaction de Ouest France, mais pour se mettre directement dans le bain de ce magazine politique de 26 minutes, votre portrait express par Jolène Roulet de la rédaction de TVR. Jolène, bonjour. Bonjour à tous, Marc Le Fur, bonjour. Vous êtes né à Dakar, au Sénégal, après une licence d'histoire. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris et de l'ENA, promotion Solidarité, où vos camarades de classe ne sont autres que Claude Balland, ancien directeur général de la police nationale et président du Conseil supérieur de l'administration territoriale de l'État, Pierre-André de Chalandard, PDG de Saint-Gobain, ou encore Catherine Colonna, ancienne ministre déléguée aux Affaires européennes, et tant d'autres. Engagé dans l'administration depuis 1983, où vous devenez sous-préfet des Côtes-d'Armor, que l'on appelait d'ailleurs à l'époque toujours les Côtes du Nord, votre carrière politique ne démarrera que 10 ans plus tard, lorsqu'en 1993, vous êtes nommé élu député de ce même département. Entre-temps, vous avez notamment été membre du cabinet d'Édouard Balladur pendant 2 ans, alors qu'il était ministre de l'économie et des finances. Jusque-là, j'ai tout bon ? Tout bon. En 97, après 4 ans de députation, vous repassez par l'administration avant de reprendre votre siège au Palais Bourbon, siège que vous occupez depuis 2002. Et voilà maintenant 8 ans que vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Largement engagé également dans la vie politique locale, vous êtes également conseiller départemental des Côtes-d'Armor et conseiller régional. Pas étonnant donc que vous ayez été nommé chef de file de la droite et du centre pour conduire ces élections régionales au mois de décembre prochain. Et puisque l'actualité du territoire vous interpelle régulièrement, suite à l'affaire du squat de la maison de Maryvonne Thamin, on en a encore parlé il y a quelques jours, qui a énormément fait réagir, vous avez annoncé que vous souhaitiez déposer une proposition de loi afin que la situation ne se reproduise plus. J'ai envie de dire que c'est bien engagé, puisque le Parlement a approuvé une proposition de loi qui vise à préciser l'infraction de violation de domicile, avec une condamnation pouvant aller jusqu'à 1 an et 15 000 € d'amende. Merci beaucoup Jolène Rouet pour ce CV Express qui a bien planté le décor, Marc Le Fur. Alors la première question de votre TVR Ouest France Politique, c'est avec Didier Gourin de la rédaction de Ouest France. Oui, bonjour Marc Le Fur. Bonjour. Cette semaine, Isabelle Le Callennec, députée d'Ille-et-Vilaine, a demandé à Jean-Yves Le Drian de démissionner de son poste de ministre de la Défense pour se consacrer à la campagne des régionales, puisqu'il sera, selon toute probabilité, le candidat du PS. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette suggestion? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je sais qui je suis, je sais où j'habite et je sais ce à quoi j'aspire, en quelque sorte. Maintenant, je sais également que j'aurai un concurrent, que ce concurrent sera socialiste, qu'il sera redoutable, que je suis en position de challenger. Ce n'est pas moi qui détermine ce concurrent. Et quand je me rase le matin, je ne m'interroge pas de savoir qui sera mon adversaire, plutôt mon concurrent. Je sais que j'en aurai un. Et maintenant, j'ai choisi, ça s'intitule le choix de la Bretagne. C'est un choix important pour les Bretons. Pour ma part, j'ai choisi. Il appartient aux autres de choisir. Je trouve que laisser le choix au président de la République, c'est un peu surprenant quand on prétend défendre la décentralisation. Mais sur cette proposition d'Isabelle Le Callennec, vous en pensez quoi? Il doit rester, il doit partir? C'est à lui de choisir. C'est à lui de choisir. Donc vous ne choisissez pas? Moi, je choisis ici. Je suis candidat. Je crois que la Bretagne est à la croisée des chemins. Je crois que nous avons connu une période de développement conséquente, que depuis 2-3 ans, nous connaissons une crise singulière qu'il ne faut pas masquer. Je crois également qu'il y a des problèmes internes à la Bretagne, parce qu'une partie de la Bretagne décroche un peu plus. Tout l'Ouest connaît des difficultés particulières. Je crois également que nous devons défendre notre identité,
C'est l'un de nos avantages relatifs, cette identité bretonne. Il faut que nous sachions l'exprimer sereinement, mais avec aussi une certaine force. C'est notre avantage comparatif. Et voilà ce que je vais essayer de porter avec mes amis, et de manière très unie, puisque nous partons très unis dans cette région, pour faire en sorte que les choses évoluent en Bretagne. Alors Marc Le Fur, c'est écrit en très grand à l'occasion de la première page, « Je n'ai pas choisi la politique, mais j'ai choisi la Bretagne ». Grande élection à la fin de l'année, au mois de décembre. On va écouter ce qu'en pensent vraiment les personnes que l'on a pu rencontrer pour voir si la mobilisation est d'ores et déjà présente pour ces futures élections régionales. Écoutez les réactions. Je n'en reviens pas qu'il y a toujours des gens qui se présentent alors qu'il n'y a pas de progrès, il y a pas... Ça tourne en rond, on tourne en rond. Moi, je sais que ça bouge vraiment bien sur Rennes. Enfin, c'est quand même une ville où les gens sont vraiment très actifs. En fait, j'ai pas mal confiance en les élus bretons, donc je regarde ça de très très loin. Disons qu'ils soient plus accessibles, en fait, qu'on les voie plus dans la rue. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions et faire en sorte que les choses bougent. Voilà, Marc Le Fur, ce petit florilège de réactions. Oui, c'est le reflet de gens qui sont encore loin des préoccupations strictement de campagne, mais qui s'intéressent à la Bretagne. Et moi, dans ce livre, avant de parler du Conseil régional, je souhaite parler de la Bretagne. Dans les 13 régions qui existent désormais depuis ce découpage très contestable voulu par le président de la République, la Bretagne est une des rares régions identifiées, qui parle à sa population, et où il y a une véritable solidarité également entre Bretons. Cette solidarité, c'est pour faire des choses, c'est ce que j'essaie de développer dans ce livre, et c'est ce que je développerai tout au long de la campagne. Il y a même un dessin, une carte où vous placez la Bretagne sur un axe Grande-Bretagne, pays du Nord, le Portugal, et vous placez cette région, notre région, au cœur du dispositif. Cela veut dire que, y compris géographiquement, pour vous, elle a des atouts ? Si notre pays, si la France jouait complètement la carte maritime, la Bretagne serait au centre du dispositif. Je crains que la France tourne le dos trop exagérément à la mer. Pour une majorité de nos compatriotes, la mer, c'est d'abord un lieu de loisir. Mais pour beaucoup de Bretons, c'est un lieu où l'on travaille, c'est un lieu où il y a une économie, c'est un lieu où il y a une réalité, la pêche, les ports de commerce, etc. Et donc, c'est la raison de cette carte. Jouons cette carte européenne, mais aussi atlantique, avec nos voisins des îles britanniques, nos voisins espagnols, nos voisins portugais. Sur la mer, justement, vous trouvez que la majorité actuelle, que la région telle qu'on la connaît aujourd'hui, ne fait pas assez pour la pêche, pour les énergies marines, pour... Alors, très clairement... Il y a des projets quand même innovants qui sont menés. Les socialistes nous avaient promis en leur temps un ministère de la mer, nous l'attendons toujours. Concrètement, aujourd'hui, je parcours un certain nombre de ports bretons, et c'est vrai que nos pêcheurs connaissent des difficultés. Eux aussi, comme l'ensemble des Bretons, comme l'ensemble des Français, sont soumis à des contraintes multiples et variées qui les empêchent d'agir. L'un de mes objectifs dans cette campagne, c'est de dire que nous avons en Bretagne une capacité pionnière. Nous pouvons faire des choses, nous pouvons entreprendre. L'esprit pionnier, c'est pas simplement réservé aux entreprises, ça vaut pour l'artiste, ça vaut pour le maire d'une petite commune qui veut sortir de l'habitude, de la routine, pour faire des choses. Et c'est ce que je vais essayer de fédérer durant cette campagne. Alors Jean-Yves Le Drian, votre peut-être adversaire, a souvent... Concurrent, je n'ai pas d'adversaire en Bretagne. Concurrent, emploie souvent le mot triskel. Vous employez dans votre ouvrage le mot triptyque et vous souhaitez vous appuyer sur 3 donnes bien précises, la liberté, la solidarité, mais aussi l'identité. Vous pouvez nous décliner vraiment les axes forts de ce qui sera très certainement votre programme pour les mois à venir ? Alors, la liberté, c'est au centre du dispositif. Les Bretons ont une capacité d'initiative, il faut leur donner cette capacité d'initiative. Il faut leur redonner des marges de liberté. Aujourd'hui, l'État, ce n'est plus qu'un collecteur d'impôts et un ordonnateur de normes. Il faut que nous fassions autre chose, il faut que nous identifions ceux qui ont l'esprit pionnier, et il faut que nous les accompagnions. La réussite de quelques-uns, la réussite de ceux qui sauront avoir cet esprit pionnier, sera une réussite collective. La liberté. Deuxièmement, la solidarité. Il faut que nous retrouvions une Bretagne solidaire. Une Bretagne aussi solidaire dans son territoire. On a des problèmes spécifiques dans certains secteurs de la Bretagne centrale. On a des problèmes spécifiques sur le littoral. On a des problèmes spécifiques sur l'ouest breton. Il faut que nous retrouvions cette solidarité. Il faut que la métropole rennaise, qui est une chance formidable pour la Bretagne, soit au cœur de ce projet breton, que Rennes ne soit pas la périphérie de Paris, mais bien la capitale de la Bretagne. Et puis, l'identité. Vous imaginez la déception des Bretons.
On nous promettait la Bretagne à 5, on nous l'a refusé. Alors même qu'il y avait une occasion historique telle qu'il ne s'en présente pas. Hélas, la loi a confirmé le funeste découpage de 41. Je le regrette comme beaucoup de Bretons. Je suis surpris que beaucoup de nos compatriotes me parlent de ce sujet et il sera effectivement au cœur de notre campagne. Alors, différentes forces vives vont vous poser des questions, questions qui seront également posées la semaine prochaine à Loïc Chenet-Girard, qui est le directeur de campagne pour les forces de gauche, face à vous. Écoutez donc la première question qui va vous être posée par le président du MEDEF Bretagne. Il s'agit de Joël Chéritel, question bien évidemment économique. Marc Le Fur, 2 analyses font consensus en ce moment en France. La première, c'est de considérer que la France doit absolument baisser sa dépense publique. Je vous rappelle qu'elle est de 57% du PIB, quand elle est de 49% en moyenne européenne et même de 46% en Allemagne. Cette baisse de la dépense publique doit absolument concerner les collectivités territoriales. D'ailleurs, les dotations de l'État ont commencé à baisser. La deuxième analyse qui fait consensus, c'est que l'emploi ne peut redémarrer en France que par l'entreprise. Or, les entreprises n'embaucheront que quand on aura recréé en France un climat de confiance qui passe évidemment par une réglementation assouplie à tous les niveaux, mais également par la nécessité de charges sur le travail et d'une fiscalité comparable à nos voisins européens. Voilà, dans ce contexte que je viens de décrire, comment entendez-vous dynamiser l'économie régionale, en tout cas faire une place aux TPE et PME dans votre programme ? Marc Le Fur, réaction à cette question du président du MEDEF Bretagne. Alors j'approuve sa position sur l'excès de prélèvements fiscaux. C'est une préoccupation qui a transparu en Bretagne comme ailleurs. Rappelons-nous l'affaire de l'écotaxe. Et je considère que l'État, c'est trop souvent le CAC 40. La région, ça doit être des PME. Et c'est parce que les régions sont trop faibles dans notre pays que les PME ne sont pas assez soutenues dans notre pays. Donc il faut que nous jouions cette carte. C'est particulièrement important en cette période de crise très réelle. Nous avons perdu 2000 emplois dans le bâtiment rien que l'an dernier. Sur le bâtiment, la région peut jouer un rôle significatif. Il faut que nous ayons la possibilité de prioriser les PME dans la commande publique. C'est ça mon objectif, prioriser les PME. Ça veut dire faire des lots de commandes publiques suffisamment modestes pour que les PME puissent y répondre. On parle de Small Business Act. Moi, j'aurais un Beyond Business à mettre en avant. Les unités, les PME, peuvent jouer un rôle conséquent dans l'économie bretonne. Nous avons perdu des centres de décision en Bretagne, c'est une réalité. Il faut que nous les retrouvions. Il faut que nous leur donnions la possibilité de se développer, d'embaucher. Et j'évoquerai d'autres sujets liés à l'apprentissage, si vous voulez bien m'interroger là-dessus. Joël Chéritel en appelle à une baisse des dépenses publiques. Je suppose que vous êtes d'accord avec ça. Ou est-ce que vous imaginez que la région puisse faire des économies dans ses politiques, dans ses dépenses, dans son budget? Ou est-ce qu'il y a encore des lignes budgétaires économisées? Il se trouve que les régions, d'une manière générale, ne sont pas des collectivités employeurs massifs. C'est plutôt les communes, c'est plutôt les départements. Donc, sauf que une région comme la Bretagne emploie un peu plus de 4000 personnes. Quand même. Tout à fait. Mais par rapport aux communes, la masse des communes, c'est relativement peu. Donc la marge n'est pas gigantesque. Je trouve également que les décisions de l'État de réduire très sensiblement les dotations, objectivement, tous les gouvernements auraient pris des mesures analogues, ne l'auront pas. Mais ces décisions sont extrêmement violentes et extrêmement mal comprises d'un certain nombre d'élus et risquent d'interdire précisément ce que nous souhaitons, c'est-à-dire une commande publique relativement dynamique pour encourager nos entreprises, nos PME, dont nous parlions à l'instant. Donc, très clairement, ça c'est la logique générale, réduire le fonctionnement dans toute la mesure du possible, je sais que ce n'est pas toujours évident, et insister sur l'investissement. Lorsque l'on parle économie, on parle aussi territoire. On voit que des bassins de vie peinent aujourd'hui. On pense à Saint-Brieuc, on pense au centre-Bretagne. Que souhaitez-vous mettre en place en cas d'élection de vos candidats demain? On a des exemples aussi de bassins qui marchent bien. Je pense au secteur du Vitré, Pierre Meignery, Isabelle Le Callennec. Sur le secteur de l'Oudéac que je représente, on arrive encore à tenir une situation de l'emploi qui est relativement satisfaisante. Mais au-delà des bassins, on a des secteurs entiers en crise. On a tout le secteur agricole qui connaît une crise considérable. Le président de la Chambre régionale. On a
de grandes inquiétudes dans tout le domaine de l'automobile, on a quand même un gouvernement qui passe son temps à taper sur le diesel. Il se trouve que notre entreprise leader en matière automobile en Bretagne, PSA, est spécialisée dans ce domaine. Donc est-ce bien raisonnable de s'en prendre ainsi à un secteur qui a été et qui doit, dans toute la mesure du possible, rester créateur d'emplois? Vous parliez d'agriculture, l'agroalimentaire aussi. Aujourd'hui, visite ce vendredi du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, dans le Morbihan. Écoutez la question qui vous est posée par Jacques Jaouen, c'est le président de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne. Nous l'avons joint par téléphone ce matin. La question est pour vous, Marc Le Fur. Bonjour Marc Le Fur. Comment voyez-vous l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans notre région? Qu'allez-vous mettre en œuvre pour l'accompagner? Et n'y a-t-il pas à inventer ou à mettre en place une nouvelle gouvernance économique au niveau de notre région, avec des acteurs économiques, évidemment? Marc Le Fur. Alors, l'agriculture, c'est un de nos éléments fondamentaux. Il faut que nous sachions le garder, il faut que nous sachions encourager ce secteur, il faut que nous acceptions aussi que ce secteur puisse être pluriel, plusieurs modèles. Il faut respecter ces différents modèles, pas les mettre en concurrence, les respecter tels qu'ils sont. Ce sur quoi je souhaite insister, c'est la crise que connaît en particulier le domaine du porc, mais aussi du lait. Il y a des solutions, me semble-t-il, qui consistent à faire en sorte que les produits, l'origine des produits soient identifiés. Aujourd'hui, en matière de viande fraîche, les choses sont relativement identifiées. En matière de produits transformés, ce n'est pas le cas. Et moi, je souhaite que le ministre, il se trouve qu'il est en Bretagne aujourd'hui, puisse annoncer des mesures là-dessus que nous attendons, qui sont de l'ordre du possible, qui sont également souhaitées par les consommateurs. Les consommateurs, les Rennais, l'ensemble des consommateurs souhaitent ce genre de choses. Nous avons également des choses extrêmement positives avec le mouvement créé par les entreprises fabriquées en Bretagne. Voilà, me semble-t-il, un modèle où on retrouve des préoccupations liées à notre agriculture, à notre agroalimentaire, mais aussi liées à notre identité que nous devons valoriser en quelque sorte. C'est impossible de continuer à produire à perte pour les agriculteurs. Didier Gouin. Vous évoquez effectivement la diversité des modèles agricoles que l'on connaît en Bretagne, une économie agricole qu'on peut qualifier un peu de productiviste. Il y a aussi de l'autre côté, à côté ou un peu plus loin, une économie bio aussi qui se développe. Vous imaginez vraiment que ces deux systèmes peuvent cohabiter, peuvent tout à fait satisfaire effectivement l'ensemble des demandes des consommateurs? Et est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à amplifier les aides de la région pour le développement des filières bio? Alors moi, je crois à la diversité des modèles, parce qu'il y a une diversité des clientèles. Vous avez une clientèle qui a quelques moyens et qui aspire aussi à des modèles alimentaires relativement divers. Il n'empêche qu'il y a aussi une consommation de masse. Là, beaucoup de nos compatriotes ont des moyens relativement limités. Il faut satisfaire cette consommation de masse. Nous n'avons pas le droit de l'abandonner à d'autres, en quelque sorte, à d'autres pays. Je constate que d'autres pays, plus accompagnés par leur État, nous dament le pion dans un certain nombre de secteurs. En matière de production porcine, par exemple, les Allemands ont pris une place qu'ils n'avaient pas il y a encore 5 ou 10 ans. Donc, la conjonction des systèmes, me semble-t-il, doit être au cœur de notre analyse. On ne doit pas en privilégier un. Et il ne faut pas dire l'un est le bon, les autres sont des mauvais. Et chacun doit avoir son système et chacun doit être performant dans son système. Et vous trouvez un peu qu'on les oppose aujourd'hui, un peu les uns aux autres? Précisément, je fais tout pour ne pas les opposer. J'ai des amis, voire des élus conseillers régionaux qui sont très investis, par exemple, dans le bio à titre personnel, parce qu'ils sont exploitants agricoles en bio et qui y trouvent leur compte. Vous avez parlé tout à l'heure aussi de ce positionnement géographique de la Bretagne. Vous avez évoqué PSA. Les nœuds de communication sont indispensables pour une région au nom du désenclavement. Liaison ferrée qui va accélérer le passage entre la Bretagne et Paris et l'aérien. Notre-Dame-des-Landes est quelque chose que vous pensez encore, Marc Le Fur? Moi, je considère qu'il faut faire Notre-Dame-des-Landes, que c'est un projet qui est bon pour la Bretagne, pour le rapprochement de Rennes et de Nantes que je souhaite, et qui nous donnerait une chance gigantesque. Nous pourrions aller dans toutes les capitales européennes sans passer par Paris. Quelle force pratique, mais également quelle force symbolique en quelque sorte. Donc donnons-nous cette occasion. Je suis pour ma part extrêmement surpris que quelques personnes, certes déterminées mais parfois violentes, empêchent la réalisation d'un projet qui a passé tous les filtres
des contrôles juridiques les plus exigeants. On a perdu beaucoup de temps pour la région. On a perdu du temps, on a perdu une chance. Il faut que nous fassions cette affaire. C'est une chance que cet aéroport soit au nord de Nantes et donc puisse desservir également Rennes et toute son agglomération. Il faut le faire. Le drame de notre pays, c'est qu'on ne peut plus faire de projet. Vous vous rendez compte, une entreprise laitière qui s'appelle la Cille dans le Finistère n'arrive pas à faire un projet créateur d'emplois, sans emploi, dans une laiterie. C'est pas dramatique en termes d'environnement, une laiterie. Tous nos projets sont à l'arrêt aujourd'hui. Tous nos projets sont à l'arrêt parce qu'on multiplie les obstacles à ces projets. La Bretagne, c'est une terre de projets, c'est une terre d'initiative. Si on nous empêche ce type d'initiative, nous sommes globalement pénalisés. Et en plus, nous n'avons pas les avantages relatifs qu'ont les autres. Nous sommes loin des grandes zones de consommation du nord, du nord-est de l'Europe, etc. Donc il faut que nous ayons les moyens de progresser, d'agir. Notre-Dame-des-Landes est un exemple emblématique, mais il pourrait y en avoir bien d'autres. Je pense aussi aux projets des PME, je pense aussi aux projets en matière d'énergie. Je pense à toutes ces choses qui nous donnent un avantage relatif que nous n'avons pas par ailleurs. Il y a les avions, il y a aussi les trains. Un jour, Guillaume Pépi, qui est le patron de la SNCF, a déclaré dans les colonnes de Ouest France que le développement d'une région n'était pas conditionné par 5 ou 10 minutes de plus ou de moins pour aller à Paris. Il évoquait bien sûr la pointe bretonne, la pointe finistérienne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, de dire que ce n'est pas 5 ou 10 minutes de plus pour aller à Paris qui vont bouleverser? Pourquoi ne l'a-t-il pas dit aux Bordelais? Pourquoi ne l'a-t-il pas dit aux Bordelais, cette formule? Les Bordelais sont à égale distance de Paris que Brest, c'est la même chose. Et eux, ils auront tous les avantages relatifs, et pas nous. Je ne comprends pas très bien le raisonnement. Mais est-ce que vous êtes d'accord quand même avec cette Tout idée? se compare, et je sais bien que les contraintes de finances publiques existent et qu'elles sont fortes. Le TGV qui va s'accélérer donc entre Paris et Rennes, c'est un avantage. Il n'en demeure pas moins qu'il faut, dans toute la mesure du possible, rapprocher également Rennes et Brest. Nous aurons maintenant plus de temps passé dans le train entre Rennes et Brest qu'entre Paris et Rennes. C'est un peu surprenant. Donc il faut que nous appliquions une règle évidente, c'est-à-dire progresser dans ce domaine, peut-être se donner le temps, c'est vrai, mais progresser. Alors, il y a déjà une règle qui a été fixée, je ne sais pas ce que vous en pensez, à partir de 2017, les TGV qui iront de Paris, mais qui s'arrêteront à Rennes, auront le droit de s'arrêter. Par contre, ceux qui iront de Paris vers Brest ou Quimper ne s'arrêteront pas entre Rennes et Paris. Donc c'est déjà un premier pas. Tout le monde est pour cette formule, à la condition que les cadencements soient bien plus conséquents qu'aujourd'hui. Et à la condition également que nos villes moyennes ne soient pas oubliées. La Bretagne est très singulière en France. Nous avons la chance d'avoir des métropoles, Rennes, Brest, Nantes, dont on nous a privés. Nous avons la chance d'avoir des villes moyennes, nous avons la chance d'avoir des petites villes, nous avons la chance d'avoir un monde rural, dynamique, actif, et qui veut faire des choses, qui ne veut pas se vivre uniquement comme un lieu où on est hébergé, où on dort. On veut aussi y faire des choses. Donc c'est cette harmonie bretonne que je souhaite préserver. C'est un peu plus compliqué peut-être qu'ailleurs, mais en tout état de cause, c'est notre chance relative. C'est pour ça aussi que des gens viennent de loin chez nous pour vivre en Bretagne. C'est pour ça aussi qu'ils s'y sentent bien, qu'ils s'y sentent accueillis. Marc Le Fur, il nous reste vraiment 3 minutes 30 pour discuter et parler de cet ouvrage, le choix de la Bretagne. Quelle sera votre position d'ici ces élections? C'est le travail, vous l'avez dit, vous êtes outsider, vous allez travailler, rencontrer, cheminer à travers les 4 départements bretons? Oui, tout à fait. Alors j'ai commencé, je circule en Ille-et-Vilaine, dans le Finistère, dans le Morbihan, partout, et bien évidemment aussi dans les Côtes-d'Armor. Mon objectif, c'était d'aller à la rencontre des Bretons, de rencontrer les pionniers que j'évoquais, tous ceux qui, d'une manière ou d'une chose, veulent faire des choses, se sentent un peu pénalisés aujourd'hui. Ce livre, c'est pas du tout une critique à l'égard d'une quelconque gestion, c'est pas encore un programme, le programme viendra, mais c'est un certain nombre de réflexions, d'intuitions, que je soumets en quelque sorte à l'opinion. Je ne prétends pas avoir la vérité sur tout, mais je prétends être habité par cette affaire, par ce combat. Je crois que la Bretagne est à la croisée des chemins. Elle a une solution qui lui est proposée. Je crois également que nous arrivons au terme d'une période historique qui a vu la gauche dominatrice, en quelque sorte. Cette période a commencé à se clore lors des dernières municipales, peut-être encore plus nettement lors des dernières cantonales. Un département a évolué, ça ne vous a pas échappé, c'est celui des Côtes-d'Armor. Il se trouve que ça a été le premier à passer aux socialistes, c'est maintenant le premier à revenir
à la droite et au centre, parce que nous avons été unis, parce que nous avons travaillé, parce que nous avons progressé au fil des ans. Et en quelque sorte, je crois que c'est de l'ordre du possible, et je ferai tout avec beaucoup d'amis qui m'entourent, de diverses sensibilités pour progresser en ce sens. 30 secondes, questions-réponses comprises. Justement, une campagne, c'est un programme, donc ça viendra en son temps, c'est aussi des candidats. Où en sont vos discussions avec vos collègues centristes pour faire les listes? Elles sont bien avancées, on progresse, donc tout le monde est d'accord pour la tête de liste, c'est déjà un point positif. Chacun évidemment défend ses intérêts, c'est dans l'ordre des choses, c'est fait aussi pour ça les organisations politiques, mais en tout état de cause, tout le monde est d'accord sur le tête de liste et aussi sur le projet. Le projet, faire en sorte que les Bretons puissent s'épanouir dans une région qui leur donne plus de liberté, qui soit respectueuse de l'identité de la Bretagne et qui soit aussi respectueuse de cette solidarité territoriale qui nous manque un peu aujourd'hui. À la seconde près. Merci beaucoup Marc Le Fur d'avoir accepté l'invitation des rédactions de Ouest France et de TVR. La semaine prochaine, nous recevrons Loïc Chenet-Girard, en charge et directeur de la campagne pour la majorité sortante du Conseil régional de Bretagne. Merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre TVR politique, Ouest France politique. Merci à vous.